if you're happy to speak from here, I am, as long as I can see it. which would you rather? Do you want to see? Oh, well, there's monitor, yeah. No, not a copy. Good afternoon. Good afternoon. Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez la bienvenue à la première plénière du 15e Congrès forestier mondial. Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues, donc vous avez profité de cette grandiose ouverture de notre congrès avec des intervenants éminents. Nous avons également publié ou déclaré l'état actuel des forêts 2022. Donc, le titre de cette plénière, c'est la restauration de l'écosystème. 8 ans qui nous restent pour guérir la planète. Alors, nous sommes à la deuxième année de la décennie de l'ONU sur la restauration de l'écosystème. Il nous reste 8 ans pour l'avenir et nous souhaitons travailler davantage pour réaliser nos objectifs. Alors, pourquoi souhaitons-nous aborder de ce sujet? Alors, la dégradation de la terre qui couvre la dégradation des forêts a affecté 2 milliards d'hectares et a affecté plus de 3 milliards de gens. Donc, c'est vraiment un enjeu crucial. Et la dégradation des forêts s'accentue et ceci a un impact sur le changement climatique, ce qui impacte aussi la dégradation forestière. Donc, il faut doubler nos efforts et il faut le faire ASAP, dès que possible. Nous n'avons pas de terme à perdre. Donc, voilà pourquoi on s'est réunis ici pour discuter ce sujet. Nous avons 2 panels pour cette plénière, et ce qui sera présidé ou animé par un journaliste très connu, James, qui est là derrière moi. Donc, je vous présente James Asteel. Il travaille pour The Economist. Il est également chef de bureau Washington des économistes et il a également travaillé au bureau de l'Asie du Sud-Est. Il a un background très international dans le domaine de politique, mais aussi il se charge de sujets liés aux matières de ressources naturelles. Il a également obtenu plusieurs prix concernant la protection de l'environnement. Donc, je vous donne la parole à Monsieur James Asteel. Tina. Je vous remercie, Tina. C'est un véritable plaisir pour moi de vous rencontrer. Comme l'a dit Tina, je suis responsable de la branche économiste et j'ai travaillé comme éditorialiste dans l'environnement. Donc, sous le magazine Économiste, j'ai traité différents sujets et en tant que journaliste, ce qui m'a beaucoup motivée et ce que j'ai craint, c'est surtout lorsque je parlais de la forêt, car je comprenais que la forêt était un domaine important et je pense que vous le savez sans doute tous. La forêt est beaucoup plus importante que ce que nous pouvons croire et nous devons relever beaucoup de défis. La forêt, donc, a des effets économiques pour une grande population. Donc c'est un grand défi à relever personnellement, mais en même temps c'est un défi qui nous fait peur car nous voyons que la forêt est détruite de plus en plus et nous avons du mal à atteindre nos objectifs concernant la foresterie. Depuis des années, nous voyons la perte de plusieurs hectares de forêt et nous ne devons plus perdre de temps. Nous devons
inverser la tendance? Comment nous pourrons inverser cette tendance de déforestation et de dégradation? Comment nous pouvons faire pour restaurer les terres ainsi dégradées et la forêt ainsi dégradée? Nous devons réfléchir à la déclaration de Bonn. Et pour parler de ces thèmes, nous avons parmi nous beaucoup d'experts. Et ce sera l'occasion pour nous d'écouter plusieurs experts. Notre première oratrice est la princesse Basma bint Ali. Basma bint Ali a créé le Jardin botanique de Jordanie et à travers sa fondation Basma bint Ali déploie différentes activités pour protéger l'environnement. Et en tant que elle a été la première femme arabe à avoir été sélectionnée par Times comme la femme qui protège l'environnement. Can we have the, yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, how should the world look? Alors, quelle serait l'image du monde après 10 ans de mouvement mondial et l'action sur le terrain pour restaurer les forêts et les terres dégradées? Alors, je pense qu'il y a aussi un côté optimiste qu'on peut explorer pour l'avenir. En fait, il s'agit de l'unité en diversité. Donc, il ne s'agit pas uniquement des arbres. Donc, voici le message. Les forêts ne sont pas que des arbres. C'est un écosystème et ça comprend également les paysages et également la biodiversité des terres. Je pense que les gens ignorent que la terre est vraiment le fondement de l'écosystème sain et enrichissant. La majorité de la population mondiale ne comprend pas ces concepts. Donc, dans 10 ans, il faut vraiment délivrer ce message. Donc, c'est quelque chose comme ça pour que ça devienne un peu naturel pour tout le monde, même si on n'en parle pas. Alors, plusieurs concepts sont très bien compris de plus en plus par des gens, mais la biodiversité est en fait, c'est le fondement de l'agriculture et de l'industrie pharmaceutique. Et aussi, la biodiversité dans l'agriculture sont interdépendantes et doivent être maintenues de manière très dynamiquement équilibrée. Et l'industrie n'est plus une source de la destruction habitat et de pollution, et l'énergie renouvelable est une source majeure pour l'avenir et surtout pendant les 8 ans à venir. Alors, il y a 4 piliers là-dessus. Il y a l'appui politique et la restauration, l'intervention, le suivi et l'évaluation et la gouvernance. En termes d'appui politique, pour réaliser la croissance verte, il y a 3 piliers sur lesquels nous devons baser notre croissance verte. Il y a aspect économique, social et bien sûr environnemental. Et voilà, tous ces piliers doivent être privilégiés au niveau égal. Il y a également l'efficience des ressources et des réformes de réglementation politique et le financement ciblé. Le financement ou mobilisation de fonds ciblés a été abordé pendant la cérémonie d'ouverture et d'autres séances préalables. Donc, le financement joue un rôle très important pour faire avancer les 5 années à venir. En termes de réforme de politique de haut niveau, tout ne peut pas se faire tout seul. Il nous faut une communication entre les hauts niveaux et les bas niveaux. Donc, nous avons besoin d'aide de la population autochtone et au cœur, il y a des femmes, si je peux le dire,
Et il faut avoir une communication ouverte parce qu'il s'agit d'un processus dynamique. La communication doit être bilatérale, interactive pour s'avancer vers l'avenir. Ensuite, voici un sujet qu'on doit examiner de manière prudente. Comment le système agricole va évoluer? Il faut avoir un changement de paradigme. Donc, il faut basculer du système centré sur l'usine et s'avancer vers une approche holistique. C'est pas facile, mais c'est faisable. Et dans 8 ans, après la décennie de la restauration, nous souhaitons vraiment réaliser ceci. Et pour ceci, il faut réaliser un changement de paradigme, c'est-à-dire le secteur alimentaire adopte des pratiques durables. Et je ne peux pas oublier le fait que les déchets alimentaires sont très importants ou constituent une partie importante de ce dialogue parce que pendant quelques jours, nous allons parler de comment rendre efficient l'utilisation de ressources, mais il faut également regarder les déchets alimentaires. Chaque année, 1,3 milliard de tonnes sont jetées et en fait, la consommation de la nourriture par habitant dans le monde augmente de plus en plus. Donc, les déchets alimentaires sont plus fréquents au courant dans les pays avancés. Et la perte d'aliments est plus fréquente dans les pays en voie de développement à cause de stockage inefficace de la nourriture. Mais en fait, on peut accroître l'efficacité et réaliser la sécurité alimentaire pour atteindre ODD numéro 2, c'est-à-dire zéro faim. Alors, afin de réaliser cet objectif, il faut considérer le fait que on n'est pas en train de parler que des aliments des fournisseurs. Donc, selon les statistiques, 2 milliards de gens sont mal nourris. Donc, ils n'ont pas l'accès à la nourriture, mais la qualité des nutritions, des produits est très moins élevée et aussi c'est impacté par le manque de biodiversité des nutriments sur les terrains, dans les terres. Donc, ceci est lié à la nutrition des produits agricoles. Alors, maintenant, passons à l'intervention, la restauration. Les projets de restauration sont très importants. Ils sont centrés sur les résultats et ils sont dynamiques. Donc, avec le temps, les priorités changent souvent parce qu'ils ne s'adaptent pas au processus. Mais il faut promouvoir les bonnes plantes pour bons lieux. En utilisant des connaissances traditionnelles. Je parle souvent de ce concept parce que les communautés locales ils ont vécu avec la nature de manière très harmonisée, mais avec l'industrialisation, la relation avec la nature a changé, mais nous avons des choses à apprendre de la population autochtone. Donc, il y a le système HEMA, c'est le système de pâturage. Donc, HEMA, c'est réorganisation de la terre. Donc, on peut en fait combiner le système du passé et le système du présent pour entamer des projets de réhabilitation. Et cela va augmenter la quantité de biomasse et ça a été un grand succès. Donc, j'encourage tout le monde de faire le même. Un autre aspect que je n'ai pas entendu d'en parler aujourd'hui, c'est les réfugiés du climat. Si on ne fait rien aujourd'hui, on aura à voir un influx des réfugiés politiques, mais aussi réfugiés climatiques, parce que il y a beaucoup de gens qui vont devenir pas favorables à ces situations.
Je vous parle de l'expérience réelle de la Jordanie. Nous n'avons pas de ressources d'eau suffisantes et j'aimerais bien voir que ça se reproduise ailleurs. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cet enjeu. On peut adopter une pratique qui marche bien dans une région, mais qui ne marche pas ailleurs. Donc, ce qui est important, c'est l'évaluation de l'impact. Donc, cela nécessite de la technologie et des scientifiques pour mesurer l'état actuel, pour évaluer le bilan. Il faut ouvrir ce dialogue ouvert entre nous. Donc, il s'agit d'enjeux transfrontaliers si on veut travailler en tant que collectif. Il y a aussi la gouvernance et approche participative. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire engager la population autochtone et les communautés locales. Afin de faire ceci, nous avons besoin de promouvoir la communication. Il faut écouter, écouter, écouter. Il ne faut pas avoir une attitude que oui, nous sommes des experts, nous savons tous, nous connaissons tous. Mais en fait, la population autochtone et les communautés locales savent bien ce qui est meilleur pour eux, parce qu'ils ont des connaissances de leurs ancêtres. Je vous partage une anecdote d'une personne qui est réputée en Jordanie, dont en tenant et touchant la terre, il sait très bien comment il peut en fait réunir. En fait, il sait très bien anticiper la pluie juste en touchant la terre. Donc, voici le niveau d'expérience dont je parle. Il faut travailler et communiquer ensemble pour s'avancer vers l'avenir. Revenons au point original de ma présentation. Alors, quelle est l'image ou la perspective de l'avenir? Voici l'image de l'Institut mondial des ressources forestières. Donc, j'aimerais bien attirer votre attention sur le Brésil. Il y a tous ces points rouges. Donc, voici, ceci explique les déforestations récentes. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi cette image, c'est que ça peut être décevant deux fois. Donc, il faut être vraiment critique à la manière dont on lit les images ou les données. Donc, il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Donc, il faut bien examiner ces données de manière prudente. Donc, ici, j'aimerais bien vous présenter un projet qui a lieu au Brésil par la Fondation Black Jaguar. Donc, il s'agit de corridors de biodiversité le plus long au monde. Donc, j'aimerais bien vous donner cet exemple pour vous montrer ce qui est possible, ce qui peut arriver dans 8 ans ou dans 10 ans. Donc, il s'agit des 262 millions de carbone qui seront capturés et ça couvre 2600 km de long en termes de corridors biodiversité et c'est la largeur de 40 km et ça couvre 10,4 millions d'hectares et nous pouvons également économiser 17,1 milliards de dollars en termes de coûts pour la planète et 2,7 milliards de dollars vont être générés comme revenus pour l'agriculture. Donc cela nous montre que l'approche a été très innovatrice et je vais vous montrer la vidéo qui explique ceci. It's not showing.
Next slide, please. Thank Prochaine diapo, la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, peut-être vous me posez la question pourquoi une présence de Jordanie à part de la fondation de Black Jaguar du Brésil. C'est parce que moi, je suis la citoyenne du monde. Nous sommes ici tous là pour travailler ensemble. Ce qui impacte une région pourrait impacter une autre région, ce qui a été démontré par la pandémie. Il faut travailler ensemble, main en main, et travailler de manière collective et également donner un meilleur avenir pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Princesse Basma Bint Ali, nous allons maintenant passer à la discussion des panels des experts concernant la décennie de la restauration des écosystèmes de l'ONU. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Maria Elena, qui est vice-directrice de la FAO. Donc, enchantée, Maria. Nous avons également Luc Nakacha, qui est un expert éminent dans le développement durable, politique environnementale et aussi scientifique du Bénin. Et Luc, il est président de Task Force scientifique sur la décennie de l'ONU sur la restauration de l'écosystème. Alors, pouvez-vous nous donner un peu de contexte concernant la décennie de l'ONU? Que s'agit-il? Qui a été réalisé? Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à là? I think it's on. It's on. Je vous remercie, James. Bonjour. Comme l'a présenté la princesse Basma Bint Ali, nous sommes conscients de l'importance des problèmes de la restauration. Qu'est-ce la décennie des Nations Unies pour la restauration? Les Nations Unies ont adopté un programme des ODD et le 14e ODD, c'est justement la vie aquatique et la vie terrestre. L'objectif, c'est la vie terrestre et il y a des objectifs sur la dégradation des terres. L'ONU et la FAO ont réfléchi pour savoir comment ils pouvaient contribuer à l'objectif 15.3. Et comme l'a dit la princesse, concernant la dégradation, nous avons environ 2 milliards d'agents et si nous pouvons concerter ensemble et aller ensemble, dans ce cas-là, nous pouvons fixer les objectifs nécessaires pour restaurer les 35 millions de terres dégradées. Donc, voici l'objectif qui a été fixé. La FAO et le PNUE ont pris l'initiative de la décennie des Nations Unies et pour la restauration des écosystèmes, mais tout le monde peut y participer. On ne pourra pas atteindre les objectifs si nous allons tout seuls, que ce soit le secteur privé, le secteur public, les populations indigènes, nous devrons joindre nos efforts ensemble. Et c'est ainsi que nous pourrons réaliser les objectifs qui ont été affichés. Voilà, c'est cela notre objectif. Et si nous regardons l'objectif, pour réaliser les 350 millions de hectares, nous devons agir tout de suite et agir avec une grande ampleur. On ne pourra pas agir tel que nous sommes. Il faudra reformer notre système. Nous n'allons pas juste regarder la forêt, nous devons adopter un point de vue beaucoup plus systématique, voir l'interaction avec l'agriculture, englober la question de la diversité, la biodiversité, dont nous devons mettre en place une approche beaucoup plus intégrée et systématique.
si nous pouvons modifier l'agroforesterie de manière systématique, dans ce cas-là, nous pourrons lutter plus efficacement contre la pauvreté. Restaurer la forêt, ce n'est pas juste planter les arbres, c'est d'enrichir le sol et d'améliorer le rendement agricole. Comme l'a dit la princesse, nous avons besoin d'un sol plus sain et je ne vais pas répéter ce message. En tout cas, à travers cela, nous pourrons lutter contre la pauvreté, nous pourrons lutter contre la faim, la malnutrition, nous pourrons créer de nouveaux emplois et nous pourrons également restaurer le paysage maritime et le paysage terrestre. Non seulement le paysage sur notre terre, le paysage terrestre, mais également le paysage maritime et restaurer ainsi l'écosystème. Ensuite, quels sont les bénéfices? Avec la restauration de l'écosystème, quelles seront les retombées? Si nous restaurons l'écosystème, nous allons améliorer le rendement de l'alimentation. Et comme on l'a déjà dit, il y aura plus d'alimentation, il y aura plus de textiles, il y aura plus de nourriture. Cela va améliorer la qualité de vie. Comme je l'ai déjà dit, si nous restaurons les 350 millions de hectares, dans ce cas-là, les bénéfices nets atteindront les 9 000 milliards de dollars. Donc, si vous investissez $1, vous allez avoir des retombées qui équivaut à $30. Donc, il y a un réel effet positif et nous pourrons créer des dizaines de milliers d'emplois. Par exemple, en Sahel, si nous restaurons en 40 millions de hectares, nous allons créer 300 000 emplois. Et à travers les 4 millions d'hectares restaurés, donc nous allons créer 30 000 nouveaux emplois. Donc cela va améliorer l'aspect économique, le rendement. Et il faudra lier cette question également aux actions climat. Nous pourrons atténuer les changements climatiques. Nous allons promouvoir l'adaptation au changement climatique. Et nous pourrons réduire chaque année 1,5 gigatonnes d'émissions de carbone. À travers cette restauration, nous pourrons atténuer les effets du changement climatique, nous pourrons nous adapter et nous allons insuffler donc un nouveau dynamisme à l'agroalimentation. Pour trouver les solutions, voilà, nous avons parlé de plusieurs points. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Oui. Et donc, je reviendrai à vous lorsque nous allons traiter de différents points. Je vous remercie de votre message. Vous avez parlé beaucoup d'effets bénéfiques, mais il y a des retombées que nous ne bénéficions pas encore. Pourquoi il y a eu cette dégradation? Quel a été le problème? Parce que nous sommes loin du changement de paradigme qui a été souligné par notre princesse. Donc, il faut se rappeler que jusqu'à 80% de pertes forestières est due à l'expansion des terres. Je suis du Bénin et ce chiffre est de 98%. Donc, la perte forestière est énorme. Et 98% de pertes forestières est due à l'expansion de terres agricoles. Pendant 3 ans à venir, bien sûr, nous avons 8 ans pour guérir la planète, mais nous n'avons que 3 ans qui nous restent si on veut avoir la chance ou l'opportunité d'avoir la température au moins en dessous de 1,5 degré pour la planète. Donc, une des raisons pour laquelle nous pensons que nous n'avons pas eu beaucoup de succès jusqu'à là, c'était parce que la restauration n'a pas, en fait, rempli nos attentes, parce que la plupart des initiatives n'ont pas été conçues pour être
restauration systématique, écologique et sociale. Donc, nous n'avons pas mis l'accent sur cet aspect social. Et deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle nous n'avons pas eu beaucoup de succès, c'est que nous n'avons pas répondu aux demandes de subsistance de la population autochtone. Donc, il faut investir en la matière. Et il faut également bénéficier à la population autochtone. Il faut l'inclure. Nous avons donné une attention limitée concernant le trade-off. Donc, il y a des trade-offs, des avantages et des inconvénients, et il faut qu'on traduise ces trade-offs en synergie. Et nous avons eu des participations limitées des acteurs, décideurs de politique. Et c'est pour ça que nous avons souligné que le défi actuel de la décennie de l'ONU, c'est inclure cet enjeu dans l'agenda de développement durable national et régional. Parce que sinon, nous allons répéter la même chose dans l'avenir. Et la communauté scientifique n'a pas travaillé beaucoup pour apporter des connaissances scientifiques. Que signifie-t-on par la science? La science est quelque chose une connaissance qui est localement importante, pertinente pour la compréhension de la dégradation en cours et que peut être fait pour renverser la situation. Nous parlons souvent des connaissances traditionnelles, mais si on veut avoir une restauration réussite, il nous faut également des avantages. Il faut également considérer des avantages spiritueux, des avantages sociaux et également bénéficier des connaissances locales et des sagesses locales. Et les gens disent qu'il faut du temps pour pouvoir restaurer. Donc, nous travaillons là-dessus. Il faut veiller à ce que les avantages soient maintenus. Et la dernière chose, donc en fait, j'ai envie de vous donner 6 raisons. Alors ensuite, il faut investir dans l'agriculture et également souvent l'exploitation des minérales ont affecté les forêts et dégradé les forêts. Alors, la princesse et nos panélistes nous ont donné le sens de l'envergure des avantages qu'on peut bénéficier de la restauration des forêts. Et Luc vient de nous décrire pourquoi nous avons échoué. Et souvent, ces échecs se basaient sur le manque de communication avec la population autochtone. Donc, Maria, est-ce que vous pouvez élaborer davantage les initiatives faites par la FAO pour répondre à ces échecs? Quels sont les progrès ou quels sont les mécanismes de progrès disponibles à la FAO? Oui, réfléchissons à ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui. Nous avons restauré une grande superficie d'hectares. À travers la décennie pour la restauration des Nations Unies pour la restauration, nous voulons accomplir encore plus. Le PNUD et la FAO sensibilisent les leaders locaux à l'importance de la restauration forestière et nous les informons des effets bénéfiques de la restauration. Comme l'a dit la princesse, il n'y a pas une recette miracle. Chaque solution doit être mise en place en fonction de la situation locale.
Nous mettons en place des plateformes pour favoriser le partage des expériences. Et concernant les meilleures pratiques d'un pays, on ne va pas l'appliquer tel quel dans un autre pays, mais on va les adapter dans le contexte local. En outre, nous voulons fournir des solutions intégrées. Comme l'a dit Luc, l'agriculture et le reboisement doivent aller côte à côte. Et dans ce cas-là, quelle est la solution? L'agroforesterie peut permettre certains points et peut permettre certains points concernant la culture, certains points concernant le paysage. Donc, il faudra adopter une approche intégrée. Comme l'a dit dans son discours liminaire Madame la princesse Basma Bint Ali, je suis tout à fait d'accord. Nous devons aussi déployer des activités judiciaires concernant le reboisement, et le partenariat est mis en place non seulement dans le cadre des Nations Unies, mais également avec beaucoup de pays. Et ce genre de partenariat montre justement l'importance d'inverser la courbe actuelle. Nous travaillons avec les pays partenaires, les pays donateurs pour augmenter les fonds de financement, ce qui est aussi un point très important. À travers le GCF, le Fonds vert pour le climat, nous avons des modalités de financement. Nous avons également des financements qui sont apportés par des partenariats bilatéraux. Donc, nous avons différentes sources de financement. En outre, nous déployons également des campagnes de communication pour sensibiliser le public sur l'importance de la restauration forestière. Nous avons besoin de regrouper beaucoup de partenaires. La décennie des Nations Unies, c'est une campagne, c'est un mouvement afin de permettre la restauration tout au long des générations. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut qu'il y ait un suivi sur les avancées. Il ne faut pas juste lancer projet sur projet. Il faut aussi faire un bilan de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, voir quel est l'écart et combler cet écart. Qui est l'acteur de ces changements? C'est le secteur privé? C'est le gouvernement? Ou est-ce que c'est l'ensemble de ce système? Oui, bien sûr, nous jouons le rôle de facilitateur. Et je pense que je pourrais dire que c'est un mouvement qui peut être lancé tout au travers du monde. Nous avons besoin de plusieurs acteurs. Nous avons besoin du gouvernement, nous avons besoin également de la société locale. Nous avons, par exemple, dans la communauté locale, il peut y avoir les paysans, les nomades, les pêcheurs, les indigènes. Tout le monde peut faire partie dans cette communauté locale. Et nous avons besoin également d'impliquer les établissements financiers. Pour apporter un changement, nous avons besoin de pouvoir financer ce changement, investir dans ce changement. Ainsi, ce n'est pas juste une seule institution qui peut accomplir cela. Nous avons besoin des partenaires, tout comme le PNUD. Nous avons besoin de l'implication de différents gouvernements. Comme vous l'avez déjà entendu, en fait, nous avons besoin de la technologie et de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas juste un aspect technologique. L'innovation, cela comprend également les connaissances locales, les connaissances sur le terrain. Et nous pensons que les connaissances locales font partie de l'innovation et c'est ainsi que nous pourrons réaliser l'objectif ensemble. Alors, vous avez parlé de l'importance des gens locaux et leurs connaissances. Et il faut qu'on les écoute. Pouvez-vous nous donner quelques idées de comment on peut communiquer avec cette population autochtone? Qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Quels sont les moyens de coopérer davantage avec eux? Merci. Alors, ils savent mieux par rapport à nous, concernant l'environnement dans lequel ils habitent. Il faut bien maîtriser leur expérience.
profiter de leur expérience et on peut leur donner une souveraineté alimentaire. Je suis passionnée par ce concept parce qu'avec le développement économique, nous avons perdu notre souveraineté alimentaire. Beaucoup de communautés dans le passé pouvaient être autosuffisants, mais ils ont perdu leur souveraineté parce que nous avons eu cette illusion qu'on est en train de se moderniser. Nous avons perdu ce sens de autosuffisance. Donc, je vous dis qu'on doit faire ceci et ceci parce qu'on ne sait pas quel est le niveau de leur expérience. Donc, on ne peut pas leur vraiment proposer des solutions. Mais on assume qu'ils souffrent de tels défis, etc. Mais lorsque j'ai établi un jardin botanique en Jordanie, le site a été utilisé pour les communautés locales, pour l'hébergeur en fait. Et nous voulions en fait avoir la réserve de semences sur ce site-là et nous avons donné l'aide ou les biomasses supplémentaires qu'ils avaient perdues au fil du temps. Et en fait, nous avons développé un programme de restauration de terrain communautaire et selon une étude, nous sommes rendus compte que nous apprenons beaucoup de choses de ces populations autochtones, c'est-à-dire comment les bergeurs maîtrisent leurs moutons, etc. Donc, en fait, en ayant ces connaissances, nous avons pu accroître le biomasse de l'autre de 30%. Donc, il s'agit des échanges bilatéraux. Il faut d'abord avoir leur confiance. Et il faut leur dire et souligner que en fait, notre agenda unique, ce n'est pas seulement la restauration de forêts. Donc, il y a des politiques ou des gouvernements qui s'échangent pas avec la population autochtone. Donc, voilà les perspectives. Donc, il faut bien profiter des connaissances locales. Alors, je vais bien partager avec vous quelques mots finaux. Alors, là que vous êtes scientifique, vous êtes intéressé par la restauration, mais aussi attiré par les connaissances locales. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils savent et quels sont les écarts à combler? Someone who has really worked in translating. Oui, je pense qu'il faut. J'ai l'expertise pour pouvoir formuler les aspects technologiques dans les politiques. Lorsque je vais sur le terrain, je dis aux scientifiques plutôt que de parler, d'abord observer et d'être à l'écoute. Et lorsque les personnes font quelque chose, observer pourquoi ces gens font cela. Je dis cela toujours à mes collègues scientifiques. Par exemple, en ce qui nous concerne, à Niger, pendant 20 ans, nous avons restauré 6 millions de hectares de terres dégradées. À Niger, lorsque nous avons réussi la restauration, lorsque nous regardons la zone souterraine, nous voyons qu'il y a des ressources forestières dans le sous-sol, même si ce ne sont que des cimes. Et lorsqu'il y a la pluie, cela peut faire naître une nouvelle forêt. Donc ainsi, nous allons voir une nouvelle végétation se créer dans cette zone.
Et pour faire grandir l'arbre, dans certains cas, il faut couper les branches. Mais quelquefois, il y a des réglementations qui interdisent de couper les branches. C'est la raison pour laquelle les experts sur le terrain doivent s'entraider pour tirer le meilleur profit de la situation. Les paysans, lorsqu'ils gèrent la nature, devront échanger les informations. Un paysan réussi pourra être beaucoup plus écouté que les scientifiques par les autres paysans. Donc, nous devons valoriser ce genre d'expérience pour transmettre et diffuser ce message. Oui, je vous remercie. Mesdames et messieurs, et maintenant, nous allons inviter notre quatrième panéliste, Angela Coleman, qui est chef adjoint au sein du service forestier du département de l'agriculture. Elle va intervenir par message vidéo. Hello. Mesdames et messieurs, c'est un véritable privilège de partager avec vous sur le thème de la restauration. Je saisis cette occasion pour remercier le Congrès forestier mondial, la FAO et le PNU pour l'organisation de cet événement. La mission du service forestier des Nations unies est de maintenir la santé, la diversité et la productivité des forêts et des prairies afin de répondre aux besoins des générations présentes et futures. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont le changement climatique, les incendies de forêt de grande ampleur, les épidémies d'insectes et aussi l'émergence des maladies. Ces défis transcendent les frontières et touchent les personnes de chaque pays. Nous sommes plus interconnectés et interdépendants que nous ne l'avons jamais été auparavant. Pour relever ces défis, nous devons donc travailler ensemble pour rechercher les nouvelles façons de travailler à un rythme plus rapide et à une plus grande ampleur. La décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes montre que les gouvernements des pays du monde entier doivent travailler ensemble pour conserver et restaurer les forêts pour la santé et le bien-être humain et environnementaux. Et la restauration est également cruciale pour la résilience climatique et économique. Le président Biden a fait passer une ordonnance pour s'attaquer à la crise climatique dans le pays et à l'étranger. Et cette ordonnance définit une vision pour la restauration et la conservation mondiale aux États-Unis. Les États-Unis se sont engagés à conserver au moins 30% de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Cet engagement est intitulé l'initiative America the Beautiful. Cette initiative a contribué à renforcer notre économie, à faire progresser la justice environnementale et à lutter contre les crises liées au climat et à la biodiversité. Il s'agit du tout premier objectif national en ce qui concerne la gestion de la nature, la préservation de la nature aux États-Unis. L'objectif de conservation de 30% reflète le besoin, reflète justement l'aide apportée par les propriétaires des terrains privés et cela sera possible grâce au leadership visionnaire des gouvernements des États et des nations tribales. Le travail s'appuie sur une histoire de restauration dans les terres fédérales. L'ordonnance du président Biden va viser à renforcer les forêts américaines, renforcer la résilience aux incendies de la forêt et à lutter contre la déforestation mondiale. Et ainsi, nous pourrons réaliser la restauration de l'intégrité écologique sur 310 millions d'hectares de forêt aux États-Unis. Partout aux États-Unis, nous faisons face aux effets du changement climatique. Nous voyons les forêts qui sont dégradées par les effets du changement climatique, les espèces envahissantes et les anciennes pratiques de gestion des terres. Et en partie à cause de cela, nous voyons des incendies de forêt dans la partie ouest des États-Unis. Pour lutter
Contre cette situation, nous avons lancé une stratégie nationale sur 10 ans pour restaurer des forêts saines et résilientes adaptées aux incendies dans les paysages hautement propriétaires. Nous avons également lancé une campagne nationale pour reboiser des millions d'hectares de terres fédérales déboisées par des incendies de forêt, des épidémies d'insectes et de maladies, ainsi que par le déboisement. En 2012, les États-Unis se sont engagés au défi de Bonn à remettre 15 millions d'hectares de forêt en restauration d'ici 2020. C'était un objet certes ambitieux, mais grâce au partenariat avec d'autres agences gouvernementales, des États, des tribus, des ONG et des propriétaires fonciers privés, nous avons largement dépassé cet objectif. À ce jour, nous avons pu restaurer plus de 20 millions d'hectares, ce qui signifie que le Bonn Challenge nous apprend de précieuses leçons. La première leçon étant la nécessité de travailler à des plus grandes échelles, à des échelles spécialement plus importantes avec des partenaires. Notre stratégie de lutte contre les incendies de forêt s'appuie justement sur cette idée. Dans le cadre de notre stratégie, nous allons travailler par le biais des partenariats pour traiter les 20 millions d'hectares dans les paysages. Une autre leçon du défi de Bonn est que le partenariat et la collaboration sont d'une importance cruciale. En réunissant les différents points de vue, nous pouvons créer un soutien de la population pour la restauration tout en veillant à ce que les besoins sociaux, économiques et écologiques soient satisfaits. Actuellement, aux États-Unis, des dizaines de millions de citoyens vivent dans des milliers de communautés qui dépendent de forêts saines et résilientes pour leur bien-être social et économique. Ces terres sont là où ils vivent, où ils travaillent et où ils se divertissent. Et les États-Unis se sont engagés à les impliquer dans la gestion des paysages partagés à la fois pour leurs propres bénéfices, mais aussi pour le bénéfice des générations à venir. Nous pouvons apprendre mutuellement, et cela inclut l'apprentissage par nos partenaires mondiaux. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion à ce Congrès forestier mondial de partager nos connaissances et nos expériences. Et bien sûr, nous voulons apprendre de vous. Je vous remercie. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous avons pu écouter nos panélistes. Donc, encore une fois, mes remerciements à Son Altesse Royale, la princesse Basma Bint Ali, Angela Coleman, Luc Gnazjak. Okay, we're running a little late, so let's try to keep things. Donc, nous sommes un peu en retard, donc nous allons accélérer. Alors, maintenant, nous allons aborder le même sujet, même problème et même action. Alors, la deuxième section porte sur l'action pour restaurer sur le terrain. Quelles sont les approches ou innovations nouvelles dans le domaine de la restauration du paysage? J'espère pouvoir écouter des exemples plus concrets par rapport à au premier panel. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Christophe Bessassier, qui est chef de l'équipe de restauration paysage forestière et chef de task force sur la décennie de l'ONU sur les meilleures pratiques. Et il y a René Dénoncier, qui est de la Croix-Rouge. Et il y a eu Gratna Shrivastava, je m'excuse, qui fait partie de Task Force des jeunes de la décennie de l'ONU et le point focal de conscience des jeunes auprès de PNU. Et à gauche de Gratna, nous avons Gabriel Labaté, qui est chef de l'unité de mitigation climatique et également le chef de l'équipe mondiale du programme RED+.
Alors, ils vont partager leurs avis concernant ce sujet-là. Mais nous avons également un autre membre sur notre panel, c'est Adriana Vital, qui n'a pas pu être avec nous, mais elle sera là en distanciel. Elle est présidente du Partenariat mondial sur la restauration forestière et des paysages. Nous allons écouter son message. Thank you, James. Hello. Merci, James. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être présent en personne pour la séance. J'espère pouvoir vous retrouver bientôt à Séoul. En ce qui concerne votre question, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions concernant le partenariat pour la décennie. Je pense que cela représente l'esprit de la décennie et cela réunit un large éventail de parties prenantes dans différents secteurs d'experts et de différents niveaux. Peu importe comment ils soient établis, les partenariats doivent garder à l'esprit certains éléments clés. Premièrement, les partenariats doivent inclure toutes les parties prenantes. Ensuite, ils doivent être sensibles au genre et géographiquement représentatifs si possible. Ensuite, les partenariats doivent être conçus pour proposer des solutions et des actions. Cela signifie que les partenariats doivent être orientés vers une action conjointe pour intensifier les réussites de la restauration et pour remédier au goulot d'étranglement en matière de connaissances, d'infrastructures, de financement, de ressources et de développement des capacités. Ensuite, lorsque nous coopérons sous forme de partenariat, nous pouvons créer un dialogue d'apprentissage et cela peut faciliter la coopération en action renforcée sur le terrain. Par exemple, le Partenariat mondial sur la restauration des forêts et des paysages, ou GPFLR, montre un exemple. Le partenariat créé en 2003 réunit 35 membres tels que des organisations internationales, des institutions mondiales et des gouvernements nationaux et propose des actions volontaires dynamiques et joue le rôle de catalyseur de ces actions. Il partage différentes expériences sur les efforts de restauration et offre une approche centrée sur le paysage. De nombreux membres du GPFLR ont déployé leurs activités au cours des dernières années pour faire preuve de leur expertise et de leurs ressources nécessaires afin de soutenir le mouvement mondial de restauration. Ils contribuent également à la réalisation du défi Bonn, qui a pour objectif mondial de mettre sous restauration 350 millions d'hectares d'ici 2030. Le défi Bonn est un pilier clé pour le lancement et l'adoption de la décennie sur la restauration des écosystèmes. Ce que nous avons appris à travers ce parcours, c'est que la création des partenariats d'une plateforme ou d'autres types de réseaux ne peut pas être l'objectif ultime. L'objectif ultime, ce sont les résultats que ces partenariats veulent engendrer. À travers les partenariats, nous devons apporter un changement systémique et de perturber le statu quo, de bouleverser le statu quo pour une meilleure situation. Tout commence par une vision qui doit être suivie par de plans concrets. Je voudrais partager l'exemple d'un autre partenariat appelé le Pacte de restauration de la forêt atlantique, ou PACTO, qui a été créé pour restaurer la région écologique clé au Brésil. Le PACTO a été lancé en 2009 et a mobilisé plus de 250 partenaires sous un objectif de restauration de 50 millions d'hectares d'ici 2050. Le succès de ce partenariat réside dans plusieurs aspects que je viens de vous mentionner, à savoir une vision et des objectifs communs qui répondent au contexte et aux motivations locales, l'inclusivité et l'organisation de toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans la restauration, des propriétaires fonciers, des étudiants, des entrepreneurs locaux, des entreprises, des investisseurs et du gouvernement. Nous devons accumuler les connaissances et les preuves pour soutenir de manière fondamentale les décisions
pour la hiérarchisation des activités de restauration. Et nous devons déployer des efforts pour créer un environnement politique adéquat qui incite la restauration à grande échelle. Pacto nous a fait part que plus d'1 million d'hectares sont en cours de restauration. Donc, cela a été publié il y a quelques années et cela montre également les efforts déployés par de nombreux partenaires tout au fil des années. Si vous souhaitez en savoir plus sur Pacto, n'hésitez pas à me contacter. Il y a beaucoup de documents concernant le Pacto et je pense que le Pacto, c'est vraiment un véritable exemple qui est très inspirant. J'espère que cela vous donne un aperçu de ce qui peut être réalisé et j'espère que cela vous incite à faire plus. Merci. For sure, partnerships across. Merci beaucoup. Donc, je pense que l'implication et la participation de beaucoup d'acteurs est cruciale. Alors, l'ambition est très énorme. Les progrès du passé n'étaient pas suffisants. Si nous avons 8 ans à guérir la planète, qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce qu'il y a comme écart à combler en termes de connaissances, etc. Alors, une des barrières clés, c'est identifier pour réaliser la vision de la décennie de l'ONU de la restauration des écosystèmes, c'est un manque de capacité et d'innovation et il faut bien pouvoir dessiner et faire le suivi de nos progrès. Et il faut vraiment surmonter cette barrière. Et c'est pour ça que notre task force a été établie en 2020. Et l'année dernière, ce task force a mis en œuvre l'évaluation des capacités pour identifier les écarts de connaissances majeurs à travers des groupes des acteurs qui sont impliqués dans plusieurs initiatives restauration. Alors, ces groupes d'actifs, de parties prenantes, ont tous mentionné ces écarts de connaissances suivants. Je ne vais pas détailler là-dessus. Ils sont disponibles en ligne sur le site web de la décennie de l'ONU, mais je vais mentionner 5 écarts en termes de connaissances lors de cette évaluation. Alors, tous les groupes ont parlé d'un manque de dialogue intersectoriel et manque de capacité de coordination entre les différents acteurs au niveau des différents niveaux de paysage et des niveaux. Il y a un manque de capacité en termes de mobilisation de ressources du public et aussi du privé, et en particulier pour les instruments de financement comme le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'atténuation et la facilité ou les instruments de l'environnement vert. Quelques groupes ont mentionné un manque de capacité politique en termes de stratégie ou des plans nationaux pour soutenir des programmes de restauration d'une grande envergure. Et il y avait quelques groupes qui ont mentionné un manque de capacité en termes de développement de projets commerciaux, projets avec des coûts et bénéfices élevés. Et des groupes d'acteurs ont également souligné un manque de connaissances concernant les coûts, l'analyse des coûts et des bénéfices des projets de restauration pour mobiliser les investisseurs. Donc, il nous faut des efforts à faire dans ce domaine-là. Donc, nous avons effectué cette évaluation et le task force est en train de préparer un plan d'action pour soutenir les praticiens de restauration. Donc, nous sommes en train de développer des supports et également de formation, de renforcement de capacité. Je veux bien vous donner un exemple d'initiative qui est déjà soutenue par plusieurs pays pour combler ces
écarts identifiés. Cette initiative est une initiative de restauration parrainée par la Facilité de l'environnement mondial et la FAO, l'IUCN et le PNU travaillent ensemble pour apporter un soutien à 10 projets asiatiques pour lancer un programme de restauration dans leurs pays respectifs. Il y a un composant très fort dans ce initiative de restauration, mais j'aimerais bien présenter 3 packages majeurs. D'abord, nous sommes en train de travailler pour développer des politiques et intégrer davantage des politiques pour rendre possible le programme de restauration nationale. Il y a également un travail effectué sur la mobilisation de ressources. Nous sommes en train de développer des supports pour des projecteurs de projets. Donc, il s'agit de Restoration Factory ou l'usine de restauration. Donc, il s'agit d'un concept d'aider les praticiens de restauration pour participer à des projets rentables. Ensuite, cette initiative de restauration ont déjà généré des meilleures pratiques et nous sommes en train de diffuser ces produits de connaissances dans le contexte de cette initiative entre ces 10 pays. Donc, je pense que cette initiative de restauration est un lab ou laboratoire très intéressant. Mais je pense qu'il ne faut pas être vraiment à l'aise parce qu'il y a un manque d'argent, manque de prise de conscience ou sensibilisation, manque de soutien politique. Je pense que ceci nous montre qu'il y a beaucoup de défis à relever. Alors, Rémi, je vous pose la question. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut faire le suivi de nos progrès, développement ou la dégradation? Yeah, good question. Oui, je vous remercie de votre question. Le suivi est un élément très important et comme l'ont dit les intervenants précédents, le suivi est nécessaire pour faire un bilan des points qui sont à améliorer et c'est ainsi que nous pourrons investir plus d'efforts dans ces points. Par exemple, pour la restauration paysagère, nous devrons déployer beaucoup plus d'efforts, mais je pense qu'il y a aussi certains points qui ont déjà été accomplis. Nous n'avons pas un cadre suffisant de suivi et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire une évaluation exacte sur la situation. Et c'est ainsi que nous pourrons voir quelles sont les avancées et nous pourrons faire un reporting exact. La restauration, c'est un domaine qui est difficile de faire le monitoring. Nous avons les dispositifs nécessaires, nous avons les outils et nous pourrons vérifier le degré de restauration et faire un inventaire de la dégradation des terres et des forêts. Mais en fait, la restauration n'est pas un sujet simple, c'est un sujet complexe. Et pour voir le niveau de restauration paysagère, en fait, nous avons besoin d'un suivi de plus long souffle, par exemple, au bout de 15 ans. Et la restauration forestière aussi est un domaine extrêmement complexe. Pourtant, nous avons des données et nous avons accumulé des données et je pense que des efforts supplémentaires devront être consentis pour mettre au point des données plus transparentes. Je pense que c'est une solution pour le suivi. Nous avons dans nos mains la technologie, le progrès technologique est là, mais il faut maintenant appliquer la technologie pour pouvoir il faut appliquer cette technologie pour pouvoir comparer de manière objective et de manière précise les datas de différents pays.
il faut qu'il y ait des indicateurs adéquats pour évaluer de manière exacte les politiques et la situation. Actuellement, nous avons environ 300 organisations non gouvernementales, nous avons 150 organisations de société civile ou des instituts de recherche. Et notre task force, durant ces dernières années, a déployé les efforts pour augmenter la transparence. Et en fait, la réussite de la restauration, c'est un concept assez ambigu dont nous avons essayé d'éliminer ces parties ambiguës et nous avons mis au point 20 indicateurs que nous allons publier à la fin de cette semaine, dont je pense que nous pourrons vous montrer quels sont ces indicateurs qui ont été développés par notre task force. Nous regardons toute la biodiversité terrestre, la biodiversité maritime, la biodiversité forestière. Donc voilà, comme nous avons les indicateurs, je pense que c'est une sorte de ligne de départ et nous pourrons ainsi pouvoir faire un suivi sur les initiatives que nous ne connaissions pas dans le passé. Donc voilà, je vais vous poser maintenant une deuxième question. Dans ce cas, quelle est la matrice utilisée pour faire l'évaluation? Par exemple, est-ce que vous mesurez les émissions de carbone ou est-ce que vous mesurez le degré de la biodiversité? Quelle est la technologie qui est utilisée? Merci de votre question. En principe, nous regardons les aspects socio-économiques et les aspects physiques également. Au début, nous avions réuni des multitudes d'indicateurs. Donc, il y avait environ 700 indicateurs. Certains étaient des doublons, certains étaient des indicateurs répétitifs. Nous avons essayé de faire un tri et d'avoir seulement 20 indicateurs. Par exemple, il y a des aspects biologiques, des aspects physiques, par exemple concernant le carbone. On regarde également la perte de la biodiversité. On regarde également les indicateurs socio-économiques. Donc, on regarde les retombées économiques de la restauration et nous regardons également les coûts. Donc voilà, nous avons préparé le cadre qui est composé de 20 indicateurs. Je pense que ces indicateurs comprennent différents aspects. Et peut-être que nous pourrons encore réduire le nombre d'indicateurs, mais comme nous avons de plus en plus de data concernant l'écosystème marin, concernant la biodiversité, je pense qu'il faudra réfléchir un peu plus. Je pense qu'il y a déjà certains progrès qui ont été réalisés. Oui. D'après le défi Beaune, nous voulons restaurer au moins 350 millions d'hectares de terres dégradées. Donc, sous cet objectif, vous êtes en train de considérer les effets socio-économiques, les effets physiques, etc. Est-ce que je pense que vous regardez les photos satellites également. Donc, est-ce que regarder ces aspects sont utiles pour atteindre l'objectif? Je pense que l'objectif ambitieux n'est pas un problème en soi. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, comme l'a dit Christophe également. Il y a beaucoup d'efforts et beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais on ne sait pas souvent quelles sont les initiatives qui sont en cours. Donc, nous avons besoin d'encadrer toutes ces initiatives. Est-ce que c'est un cadre? Est-ce que vous proposez un cadre et ensuite chacun va faire un suivi dans ce cadre? Oui, donc chacun peut enregistrer. Ce sera justement un lieu où chacun peut enregistrer son initiative et faire un reporting de son initiative. Donc, c'est en quelque sorte un cadre pour le reporting. Toutes les parties prenantes de la restauration pourront être présentes dans ce cadre
Et au niveau international, il y a aussi des approches qui ont été descendantes, mais en même temps, nous avons différents engagements. Par exemple, il y a l'objectif d'1 milliard d'hectares de restauration. Il y a le défi de Bonn. Oui, en fait, il y a des objectifs également extrêmement ambitieux, mais nous voulons justement intégrer toutes ces initiatives. I can name it. Alors, j'ai passé la plupart du temps en Inde. Mes enfants, en fait, sont nés en Inde. Et je m'excuse d'avoir mal prononcé votre nom. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont votre missions pour l'avenir? Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que vous avez écouté mon discours lors de la cérémonie d'ouverture? Je vous ai souligné l'importance de l'engagement des jeunes. En particulier, si vous regardez la décennie de l'ONU, donc tous les narratifs de stopper la dégradation forestière, etc., c'est primordial. Alors, j'aimerais bien vous présenter des opinions un peu controversées. Donc, bien sûr, il faut se focaliser sur la décennie, mais cela ne remplace pas la conservation. Donc, il faut en fait se focaliser sur la conservation. Donc, pour vous donner un peu de contexte, parce que la dégradation le stoppage de dégradation est important, mais aussi la conservation est aussi important. Concernant la participation des jeunes dans la décennie, donc les jeunes sont impliqués dans le mouvement des jeunes, dans le domaine du climat. Nous avons vu beaucoup de mobilisation des jeunes donc, depuis 2018. Donc les gens qui ont défilé dans la rue pour présenter leur voix. Et en 2019, en mars, il y avait une résolution importante qui a été adoptée juste avant la pandémie. Donc, les jeunes dans le monde entier menaient des consultations en ligne dans plus de 22 pays pour proposer leurs idées concernant la décennie. Et ils voulaient avoir un mandat pour pouvoir travailler et assister à cette décennie. Et il y avait ce mouvement qui était encore en cours en 2020. Et nous avons également un mandat pour établir un task force centré sur les jeunes pour pouvoir participer de manière activement dans la décennie. Et en fait, ce task force est opérationnel depuis 4 mois. C'est aux phases initiales, mais l'inclusion des jeunes a été un sujet transversal. Donc, le narratif est très important. Donc, vous avez également évoqué 7 barrières dans la stratégie de la décennie et vous avez mentionné un manque de sensibilisation, manque de formation et manque de motivation. Comment est-ce qu'on peut impliquer davantage les acteurs locaux? Donc voilà, le mouvement des jeunes peut avoir beaucoup d'influence sur ce processus-là en termes de la réalisation de la décennie. Donc, il faut adopter une approche holistique. Et j'aimerais bien vous poser une autre question. Le premier panel de cette séance a parlé de mouvement, mais ce que nous faisons doit être des efforts de masse. Alors, est-ce que vous avez des idées concrètes ou des suggestions concrètes à faire? On ne parle pas des institutions ou des comités, etc., mais dans le monde réel, comment est-ce qu'on peut accéder au village et impliquer la population autochtone? Alors, je veux bien parler de 2 choses, les institutions et les comités, mais également, d'abord, je vais parler de... Il faut en fait donner des perspectives à ces communautés. Vous pouvez être, en fait, on peut dire aux gens
comme vous pouvez vous impliquer dans ce processus de la décennie et on peut dire à la population autochtone, oui, il est facile d'impliquer dans ce processus de la décennie. Donc, il est possible de faire partie de ce mouvement et la décennie est en train de développer un plan d'action pour l'année prochaine. Donc, le titre de cette séance était 8 ans à guérir la planète. Donc, il y a plusieurs questions ouvertes qui peuvent être posées. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire au niveau des engagements déterminés nationaux, des approches adoptées. Donc, il faut vraiment créer un espace ouvert pour impliquer tous les acteurs prenants. Alors, si on regarde la structure de la décennie, bien sûr, il y a les experts ici présents, mais j'aimerais bien vous rappeler ou appeler à donateurs et aux États membres, il faut travailler sur les MPTF et maintenir les équipes qui sont en train de maintenir ces efforts. Et il est primordial que les États membres et également les donateurs participent à ce fonds multilatéral, multipartenaire. Vous avez également posé la question concernant la participation ou la collaboration avec le secteur civil. Ce matin, vous avez entendu parler de EXA. Nous, on est plutôt focalisé sur l'engagement ou la participation des jeunes. Bien sûr, il y a des mouvements des jeunes directs et indirects. Ils ont tous le droit d'y assister. Donc, il faut en fait assurer le droit de participer et d'associer des jeunes. Est-ce que je me rends au village? Oui, bien sûr, des fois. Des fois, nous avons des bureaux régionaux, à peu près 50 et qui travaillent avec des enfants locaux aussi. Mais il ne faut pas en fait responsabiliser les consommateurs. En fait, ce n'est pas les jeunes qui doivent se rendre sur le terrain pour rencontrer les gens. Ça doit être le gouvernement qui se rend sur le terrain pour rencontrer la population autochtone. Donc, le problème a été créé de manière historique et c'est les gens qui ont créé ce problème qui doivent résoudre ce problème. Donc, ce programme de restauration a été lancé l'année dernière, mais ça veut dire quoi? On dit que, en fait, 30% de couverture forestière est en danger, est en péril. Nous avons fixé des objectifs. Tout ça, c'est bien. C'est des bons efforts à déployer, mais en fait, il faut vraiment concrétiser nos actions. Donc, il faut vraiment être conscient des aspects urgents de nos problèmes. Alors, Gabriel, le climat couvre tous ces domaines-là, mais est-ce que vous pouvez être plus spécifique ou détaillé en termes de contexte climatique dans la restauration des forêts? Et il y a des instruments comme REDD+, pour monétiser les finances climatiques en termes de préservation des paysages, restauration des paysages ou des forêts. Alors, quel est le potentiel d'exploiter ces financements? Bien sûr, nous n'avons pas eu beaucoup de succès pendant ces 10 dernières années. Oui, je vous remercie de votre question. Je pense que le rapport le plus important, l'un des rapports le plus importants de cette année sera le rapport du GIEC, du groupe du travail 3. Ce n'est pas un rapport qui est facile à lire et qui est de 180 pages. Et nous avons différentes données dans ce rapport. Concernant cette session, je pense que les données qui sont les plus importantes et qui sont les plus pertinentes avec notre session, c'est que
Lorsqu'il y a la restauration de l'écosystème, cela équivaut à une élimination de 2,2 gigatonnes de carbone. Pour ce faire, nous devons réaliser pleinement le défi de Bonn. Il faut absolument restaurer 300 millions d'hectares jusqu'en 2030. Et si nous le traduisons pour chaque année, cela veut dire qu'il faut restaurer des dizaines de milliers de terres dégradées chaque année. À titre de comparaison, chaque année, jusqu'en 2030, nous devons restaurer une superficie qui est 4 fois plus élevée que celle de la Corée. Je pense que nous nous approchons de cet objectif. Bien sûr, certains pourront dire le contre, mais nous devons absolument trouver un modèle business pour continuer la restauration des millions d'hectares. C'est très important de trouver le business case adéquat et c'est ainsi que nous pourrons restaurer les 300 millions d'hectares jusqu'en 2030. Et pour calculer cet écart, par exemple, nous pourrons construire des installations éoliennes ici et là. Et en Angleterre, elle a réussi à atteindre l'objectif d'alimenter par l'énergie alternative sa production d'électricité journalière. Et à travers la restauration de l'écosystème, nous devons réfléchir également aussi au rendement. Par exemple, personnellement, à travers la restauration de l'écosystème, je suis convaincue qu'il y a des retombées socio-économiques. Premièrement, la nature en soi sera la seule solution pour réduire les émissions du carbone. La nature seule est capable de réduire à grande échelle le carbone, parce que actuellement les technologies de stockage et de capture de carbone ne sont qu'à ces balbutiements. Nous devons utiliser à 100% la nature pour pouvoir éliminer les émissions de carbone. Mais actuellement, en fait, nous n'avons pas un modèle économique qui puisse permettre cela. Réduire les effets du changement climatique pourra nous inciter à trouver des enseignements à partir des énergies renouvelables. La restauration de l'écosystème doit être considérée sous un point de vue des prix également. C'est-à-dire, il faut que l'investissement dans la restauration de l'écosystème soit rentable, donc il faut réfléchir à la fixation des prix. Et deuxièmement, nous devons réfléchir aux coûts et aux profits lorsque nous utilisons la nature pour réduire les effets des changements climatiques. Dans les énergies renouvelables, si le prix baisse et si la rentabilité augmente, dans ce cas-là, les énergies renouvelables seront beaucoup plus attractives en termes d'investissement. Et si le marché est convaincu que ce marché est rentable, dans ce cas-là, cela pourra attirer beaucoup plus de financement. Donc, nous devons appliquer cette logique sur la restauration de l'écosystème. Il faut réfléchir au coût de carbone, c'est-à-dire réfléchir au prix de l'élimination du carbone. Si nous pouvons éliminer de manière efficace et à des prix compétitifs le carbone, je pense que c'est une question qui mérite notre réflexion. Il faut également aussi fournir une certitude aux acheteurs qui veulent acheter cette technologie d'élimination du carbone. Donc, éliminer le carbone
En Europe, on parle des droits d'émission ou des crédits carbone. Au sein de l'Union européenne, nous avons fixé le prix d'émission de carbone entre 60 et 80 euros par tonne de carbone. Et ce prix sur le carbone nous montre que actuellement, pour réduire l'écart entre le prix du carbone et les droits d'émission, je pense que nous pourrons utiliser la restauration des écosystèmes. Vous avez dit 5-10 dollars par tonne? Oui. Dans le marché, c'est entre 5 et 10 dollars par tonne. Si on fait, oui, c'est le prix actuel. Une question supplémentaire. Vous avez parlé du business case pour réduire de manière, par exemple, vous avez parlé de la restauration de l'écosystème pour un stockage efficace du carbone. Est-ce que vous parlez de l'économie locale ou vous parlez des finances climat par les pays avancés? Je pense qu'il y a ces deux aspects. Tout d'abord, à court terme, il y a des sphères qui peuvent bénéficier à court terme, par exemple. Nous pourrons utiliser le financement des pays partenaires et nous pourrons déployer les projets en tenant compte de ces différents aspects. Et nous pourrons lier avec d'autres projets pour avoir un effet premium. Donc, à travers ces différents efforts, d'ici 2030, je souhaite que nous puissions restaurer les 350 millions d'hectares. Mais en fait, en ce qui concerne la restauration des 350 millions d'hectares, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un modèle business Si vous regardez les rapports récents du GIEC, et si vous êtes confiant, vous êtes convaincu que ce sont des données fiables, vous pouvez comprendre qu'il y a une crise. Il y a un message alarmant dans ces rapports. Durant ces 20 dernières années, nous avons déployé des activités qui sont prometteuses et qui sont valorisantes. Mais l'ampleur du défi qui est face à nous nous incite à tenter une différente démarche. Sinon, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif d'ici 2030. Je ne peux qu'être sceptique. Merci. Donc, bien sûr, les défis seront énormes, mais il faut être réaliste lorsqu'on fixe des objectifs ambitieux. Christophe, alors pour injecter un peu d'optimisme dans nos discussions, comment vous identifiez-vous les meilleures pratiques, les façons modernes d'aborder et comment diffuser ces meilleures pratiques? Merci, James. Ce n'est pas une tâche facile pour identifier quelles sont les meilleures pratiques de restauration. Pour clarifier cette question, notre task force sur les meilleures pratiques est en cours avec la Société des restaurations et avec d'autres organismes majeurs dans ce domaine. Nous avons publié ensemble l'année dernière un document avec soulignant 10 principes de guide pour guider les praticiens et les décideurs politiques dans le contexte de la décennie de l'ONU sur la restauration des écosystèmes.
Donc, ces principes peuvent être appliqués à tous les secteurs et toutes les régions. Et ils ont dit qu'une intervention efficace, c'est de contribuer d'abord au cadre mondial, ODD et la Convention de Rio, et promouvoir l'engagement équitable et inclusif de tous les acteurs et inclure les activités de restauration. C'est inverser le cours de dégradation qui est bénéfique à tous les gens. Et il faut également promouvoir l'engagement et la participation de la population autochtone et profiter de leurs connaissances. Il faut également prendre en compte des aspects socio-économiques et culturels. Donc, j'encourage à tous les participants de lire ce rapport avec l'explication de tous les principes. En se basant sur ces principes, notre task force est en train de travailler avec ce même partenaire des pratiques de standards pour guider les praticiens de restauration sur comment utiliser et profiter de ces principes lors de la mise en œuvre, lors de la planification, lors du phase du suivi de leur projet de restauration. Et ces pratiques de standards seront disponibles d'ici la fin de l'année. Merci Christophe. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce panel. Et nous avons Tom Crowdler, qui est professeur au département de sciences systèmes environnementales à ETH Zurich. Thank you so much for the introduction, James. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présentation. J'aimerais vous faire part des propos au nom de plusieurs institutions. Lorsque je me présente, je dis souvent que je suis président du Conseil consultatif auprès de la décennie des Nations Unies. Pour certains qui ne savent pas ce qu'est un conseil consultatif, en fait, je suis conseiller. Nous avons un conseil consultatif qui comprend la princesse, également des chefs d'État. Et au niveau du conseil consultatif, ce que j'aimerais vous dire d'abord, c'est que je regrette beaucoup de ne pas être là au congrès en présentiel. Je pense que tout cela était très intéressant et si j'étais présent au congrès, je pense que j'aurais encore beaucoup appris. Et le défi de restauration, je sais parfaitement que c'est un défi de grande envergure et que cela nécessite un travail de grande ampleur. En outre, nous comprenons également l'influence sur les changements climatiques. Mais la restauration n'est pas juste une question qui traite le changement climatique. Nous parlons de la sécurité alimentaire, de la sécurité environnementale et nous traitons également la définition de l'homme et de l'environnement et des changements climatiques. Ce que j'aimerais vous dire tout d'abord, c'est que je pense qu'on l'a déjà répété, mais nous avons besoin d'un changement institutionnel. À travers le changement institutionnel, nous pouvons lancer le mouvement pour protéger la biodiversité. Ce n'est pas juste restaurer la biodiversité, c'est restaurer les milliers de services écosystémiques. Pour cela ne doit pas être une approche descendante, il faut mettre au point une approche ascendante. Et les communautés locales, comme elles sont très dépendantes de l'écosystème, nous devons écouter les communautés locales. Nous devons commencer à partir de ces communautés locales. La décennie des Nations Unies pour la restauration compte environ 130 projets qui ont été proposés à partir de 70 pays.
Donc, ces pays nous ont proposé des projets qui nous ont beaucoup inspirés. Comment la restauration, je pense que ce sont des projets qui montrent comment la restauration peut avoir lieu dans grande envergure. Actuellement, nous avons sélectionné une dizaine de projets. Au total, nous allons sélectionner 30 projets. Ce sont des projets qui montrent plusieurs initiatives. Les fonds multilatéraux ont été très efficaces et nous avons pu récolter un fonds de 100 millions de dollars. En tant que scientifique, je fais partie du comité consultatif et il y a quelques années, à travers des recherches, nous avons vu qu'il y a un grand potentiel qui va permettre de restaurer presque 100 milliards de hectares. Et si nous pouvons restaurer cette superficie, nous pensons que cela peut piéger environ 30% de carbone dans l'atmosphère. Ce n'est pas juste une question de biodiversité, c'est une question de services écosystémiques, une question de la nature, de l'environnement. Je travaille actuellement avec la Task Force des Nations Unies, je travaille avec la Task Force de suivi aussi. Et je vois qu'il y a des milliers d'initiatives qui sont déployées dans le monde et nous voulons assurer la transparence de ces initiatives. Par exemple, c'est comme créer une carte Google sur la restauration. Actuellement, il y a environ 100 000 ou 120 000 initiatives dans le monde. Donc, sur Internet, vous pourrez voir ces initiatives et vous pouvez chercher pour regarder donc les changements qui sont effectués par ces initiatives. Je pense que l'élément le plus important, c'est la transparence, et la transparence qui va permettre de stimuler l'interconnectivité et cela va aussi permettre de réaliser les initiatives. Les projets qui seront réalisés au niveau local vont permettre de réunir la sagesse des populations indigènes. Et si on interconnecte ces milliers d'initiatives, cela va accélérer le processus d'apprentissage à travers le bénévolat, à travers le sponsoring, à travers la participation à ces différentes initiatives. Je pense que nous pourrons réaliser la décennie des Nations Unies pour la restauration. Et à travers cela, je pense que nous allons consacrer tous les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Des changements de grande envergure sont nécessaires à l'heure actuelle, mais en même temps, nous avons besoin également des changements ascendants. Donc, nous devons déployer les efforts sous le même objectif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cela nous ramène à la fin de ce panel. Donc, ça a été très inspirant et intéressant. Je pense que nous avons reflété sur l'aspect énorme de nos défis et également l'ambition que porte cette décennie de l'ONU pour relever ces défis. Donc, l'objectif de pouvoir 350 millions d'hectares des forêts restaurées, c'est à l'air très ambitieux. Nous avons également eu un sens très clair concernant ce qui est le niveau des participations. Donc, la participation des acteurs du secteur privé et public et également la population autochtone. Il faut les écouter, apprendre de leur expérience et des connaissances parce qu'ils connaissent bien leur environnement. Mais encore une fois, nous avons également eu des remarques ou des discours un peu sombres. C'est-à-dire, nous avons des défis énormes à relever et nous avons également eu des histoires inspirantes et surtout la princesse a parlé de cette initiative du corridor de biodiversité au Brésil, mais les progrès ne sont pas suffisants
Et il y a 100 000 dollars, 100 millions de dollars qui doivent être comblés au niveau de fonds de l'ONU. Alors, mesdames et messieurs, veuillez applaudir nos panélistes, Christophe, Rémi, Iratna et Gabriel, pour leurs efforts. Merci. Thank you. Yeah. I have a...